On passe au quatrième cours du deuxième chapitre qui est le parasympathomimétique. Donc on a vu les sympathomimétiques, les sympatholytiques et maintenant les parasympathomimétiques. Alors ce sont des médicaments agissant comme l'acétylcholine, donc ils ont un effet cholinergique et leur effet ressemble à ceux que l'on obtient lors de la stimulation du nerf vague. Donc, les récepteurs cholinergiques, alors, différence entre récepteurs muscariniques et nicotiniques avec des répercussions sur les effets des différents agents pharmacologiques. Certains médicaments stimulent de façon sélective les récepteurs muscariniques, tandis que les autres, les récepteurs nicotiniques. Alors, il y a certains médicaments ils sont sélectifs. Donc, ils vont stimuler uniquement les récepteurs muscariniques. Ils vont pas stimuler les récepteurs nicotiniques. Par contre, il y a d'autres médicaments qui vont stimuler les récepteurs nicotiniques et ils ne vont pas stimuler les récepteurs muscariniques. Donc là, il y a un phénomène de sélectivité. De cette sélectivité, des récepteurs pour les médicaments, des propriétés pharmacologiques ont été exploités en thérapeutique. Donc, le mode d'action des parasympathomimétiques. Alors, les cholinomimétiques, alors on les appelle cholinomimétiques, pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes effets que l'acétylcholine, cholinergique. Ils ont des effets cholinergiques. Donc, on les appelle aussi des cholinomimétiques. Ils sont divisés en deux groupes. Donc, on a des cholinomimétiques qui agissent par action directe et on a d'autres qui agissent par action indirecte. Donc, on commence par les cholinomimétiques qui ont une action directe. Les cholinomimétiques qui ont une action directe, ils agissent sur les récepteurs muscariniques ou bien les récepteurs nicotiniques. Donc, ce sont des parasympathomimétiques directs. Ils vont directement agir, oui, sur le récepteur. Ok, ceux qui agissent d'une façon indirecte. Comment? Donc, par inhibition de l'acétylcholine estérase qui hydrolyse l'acétylcholine endogène, provoquant ainsi une accumulation de l'acétylcholine. Cette dernière stimule les récepteurs cholinergiques. Ils sont appelés par conséquent parasympathomimétiques indirects. Donc, les parasympathomimétiques indirects, ou les cholinomimétiques qui ont une action indirecte, comment ils vont agir? Donc, on a dit l'acétylcholine qui تفرز من la fibre, il va agir au niveau des récepteurs. ومن بعد تجي l'acétylcholine estérase راهي رايحة تهيدروlyser l'acétylcholine en choline et en acétate. Le choline il va être réabsorbé ou l'acétate ثاني عنده هو le devenir تاعو. Donc هنايا هادوما les médicaments qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inhiber هذيك l'acétylcholine estérase. علاش تخدم؟ دونك l'acétylcholine لهنايا ما كاينش شكون يديرلها ما كاينش يديرلها هيدروليز. دونك تقعد توجور في لا فون سينابتيك تقعد توجور l'acétylcholine. دونك هنا l'acétylcholine تقعد elle va s'accumuler ou elle stimule le récepteur. Et du coup, on aura toujours un effet cholinergique. Donc, ce sont des parasympathomimétiques indirects. La pharmacologie fondamentale des parasympathomimétiques directs. Donc, on va commencer par les parasympathomimétiques directs. Les parasympathomimétiques directs peuvent être distingués à la base de leur structure chimique en deux types. Les esters de la choline, le chef de file c'est l'acétylcholine, ou les alcaloïdes comme la muscarine et la nicotine. Les esters de choline ressemblent beaucoup à l'acétylcholine. Leur affinité au récepteur de l'acétylcholine est très importante. Donc, on a là, les parasympathomimétiques la structure chimique une structure de base.
يشبهوا l'acétylcholine. Donc عندنا les esters de choline اللي هي l'acétylcholine وعندنا les alcaloïdes اللي هي la muscarine والنيكوتين. donc كي تجي تشوفوا عندهم في هذوك les alcaloïdes عندهم هاد لا ستركتور هادية نقدروا كاينه وحده تشبه لها هنايا فوالا. donc la pharmacodynamie des esters de la choline, des esters de la choline. En cas d'activation du système nerveux parasympathique, donc هنا ماشي صرا كيتاكتيفا le système nerveux parasympathique. عندنا l'acétylcholine est libérée واش دير عندها une action directe sur les récepteurs muscariniques pour donner des réponses du type parasympathomimétique. L'acétylcholine entre en interaction avec le système sympathique et inhibe la libération de la noradrénaline, action qui se fasse en faisant via le récepteur muscarinique. Donc, qu'est-ce qui va se passer qui active le système nerveux parasympathique? L'acétylcholine qui est libérée, elle va agir sur les récepteurs muscariniques, des réponses type cholinergique. Après, une bouche déterminée de l'acétylcholine, elle va rentrer en compétition مع le système nerveux sympathique وما تخليليش la libération تاع النورادرينال تبلوكيها. Cette action prouve qu'il y a une modulation à l'échelle moléculaire du système sympathique par une action indirecte du système parasympathique. Maintenant, choufons les propriétés des esters de la choline. Alors, l'acétylcholine chlorure. Elle est très sensible à la cholinéstérase et elle a des effets muscariniques et des effets nicotiniques. La méthacholine chlorure, elle a des effets, elle est sensible à la cholinéstérase, pas autant que l'acétylcholine chlorure. Elle a des effets muscariniques beaucoup plus par rapport à les effets nicotiniques. Elle a des effets nicotiniques, mais elle est sélective beaucoup plus les récepteurs muscariniques. La carbachol chlorure ما عندهاش une sensibilité à la cholinéstérase. Donc la cholinéstérase ما عندوش effet على le carbachol. هنا عندها des effets muscariniques ou عندها des effets nicotiniques, mais les effets nicotiniques beaucoup plus par rapport à l'effet muscarinique. Le bêta-nécol chlorure, il n'y a pas de sensibilité à la cholinéstérase, il a des effets muscariniques et pas d'effets nicotiniques. La ressemblance n'est pas parfaite, ce qui les rend mal reconnus par les cholinésterases. Cependant, elles présentent toute une affinité pour les récepteurs de l'acétylcholine. Donc, la structure des molécules ressemble à l'acétylcholine, mais ils ne sont pas identiques. Du coup, la cholinéstérase ne تعقلهمش. Donc, c'est pour ça qu'il y a sensibilité. Mais ils ont des effets muscariniques et nicotiniques. Elle est sélective à certains récepteurs. Maintenant, je vous les effets des parasympathomimétiques directs sur les organes. Donc, alors, sur l'œil, l'œil a le muscle sphinctérien de l'iris. Donc, l'effet sympathomimétique a une contraction, myosis. Sur le muscle ciliaire, contraction pour la vision de près. Pour le cœur, donc il y a une action sur le nœud sinusal, où il y a une diminution de la fréquence cardiaque, donc il y a un arrêt vagal. Et sur le nœud auriculo-ventriculaire, il y a une diminution de la vitesse de la conduction, bloc. Sur les vaisseaux sanguins,
ديرنا une vasodilatation. Pour les bronches, un effet sur les muscles bronchiques, donc on a un effet bronchoconstriction. Donc تقلص les bronches. Ou sur les glandes bronchiques, des sécrétions. On a sur le tractus gastro-intestinal, donc concernant la motricité, c'est une augmentation de la motricité. Pour les sphincters, c'est le relâchement du sphincter. Et pour la sécrétion, on a stimulation des sécrétions. Pour la vessie, alors, on a alors, détrusor, ça loue la contraction, et le trigone et le sphincter, et ça loue la relaxation. Pour les organes sexuels mâles, donc là, la réponse est une érection, et pour les glandes, un homme sécrétion. Donc, les effets parasympathomimétiques directs sur les organes. Maintenant, on va voir la pharmacologie fondamentale des parasympathomimétiques indirects. On passe maintenant aux sympathomimétiques indirects. Les cholinesterasiques sont utilisés surtout comme insecticides. Ils ont un emploi plus réduit en thérapeutique. Donc, ils vont beaucoup plus comme insecticides, c'est-à-dire ils vont tuer les insectes. Et l'utilisation en thérapeutique, elle est réduite. Alors, la pharmacodynamie des parasympathomimétiques indirects. Les cholinesterasiques, ils vont agir par inhibition de la cholinestérase et provoquent ainsi une augmentation de la concentration de l'acétylcholine endogène au niveau des récepteurs cholinergiques. C'est-à-dire qu'on a les parasympathomimétiques indirects, mais l'acétylcholine ne s'arrête hydrolyse. Du coup, tu accumules l'acétylcholine, d'après tu as toujours des réponses cholinergiques. Alors, les réponses pharmacologiques sont soit de type muscarinique, soit de type nicotinique. Alors, les effets de type muscarinique sont au niveau des organes innervés par le système autonome. Et pour les effets de type nicotinique, ils sont marqués par une stimulation suivie d'une paralysie du ganglion autonome et du muscle squelettique. Donc, aujourd'hui, on a la stimulation intense. Une stimulation intense provoque une aréflexie et une insensibilité du récepteur de l'acétylcholine, donnant ainsi une paralysie ganglionnaire. Une stimulation suivie d'une dépression des sites cholinoceptifs du système nerveux central. Les effets pharmacologiques des anticholinesterasiques sont marqués au niveau oculaire, au niveau cardiovasculaire, gastro-intestinal et le muscle squelettique. Donc les effets, ils sont semblables à ceux obtenus par les sympathomimétiques directs. Maintenant, je vois les substances utilisées. Alors, on a premièrement les inhibiteurs réversibles de l'acétylcholine estérase. Ils sont appelés ainsi car la recevabilité du phénomène a lieu au bout de 4 heures. Les substances exerçant cet effet sont la physostigmine et son dérivé synthétique, la néostigmine. On a les inhibiteurs irréversibles de l'acétylcholine estérase. Il s'agit de produits qui forment des complexes stables avec l'acétylcholine estérase. Alors, ces produits sont des insecticides, comme par exemple le parathion, le malathion. Les gaz de combat, le di-isopropyl fluorophosphate, le tabune, le sarin et le saumon. Donc, il provoque un relâchement musculaire et une bronchoconstriction. Nous souffrons maintenant la pharmacologie clinique des parasympathomimétiques. Alors, en ophtalmologie, on a pour le glaucome. Donc, on a deux types de glaucome, angle ouvert, angle fermé. Alors, glaucome, deux types de glaucome acquis. Le glaucome primaire,
c'est un glaucome à angle fermé et à angle ouvert. Maintenant, le glaucome secondaire, d'origine traumatique ou chirurgicale. Les parasympathomimétiques directs, type muscarénique, et certains anticholinestérasiques peuvent réduire la pression intraoculaire en facilitant la circulation de l'humeur aqueuse et probablement en diminuant aussi le niveau de sécrétion de cette dernière. Les parasympathomimétiques directs, par exemple la pilocarpine, le carbachol, le méthacholine, encolire, sont recommandés en cas de glaucome. Donc, en cas de glaucome. Ils agissent en favorisant l'écoulement de l'humeur aqueuse par le trabéculum, puis le canal du fait de la diminution du diamètre de l'iris. Parmi les anticholines estérasiques, l'écotiopate, la physostigmine sont appelées aussi, elles sont aussi indiquées dans le traitement du glaucome. Donc, le glaucome pour le glaucome. Le glaucome aigu à angle fermé est souvent une urgence médicale qui est traitée initialement avec des médicaments mais nécessite fréquemment une intervention chirurgicale parce que le canal est fermé. L'iridectomie, retirer une partie de l'ensemble de... Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retirer une partie ou bien l'ensemble de l'iris pour une cure définitive. Traitement, par exemple, par la pilocarpine plus la physostigmine. Par contre, pour le glaucome à angle ouvert et quelques cas de glaucome secondaire, sont des affections chroniques peu opérables. Des opérations. Donc, traités pharmacologiquement par la pilocarpine aussi bien que l'adrénaline ou le timolol. Et l'acétazolamide, c'est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Alors, l'adrénaline, on appelle un sympathomimétique qui augmente la contraction du muscle radial. Il libère ainsi un espace qui livre le passage du liquide. Donc, là, concernant le glaucome. Maintenant, pour le cas de gastro-entérologique et urologique. On a l'hélice paralytique. Elle est secondaire à une atonie ou paralysie intestinale, sans obstruction anatomique, à distinguer du voludus. Dans ce cas, on peut utiliser le bétanécol ou la néostigmine. En cas de neurologie, elle a des myasthénies. C'est une maladie qui touche les fonctions neuromusculaires du muscle squelettique. La maladie est due à un processus auto-immune, produisant des anticorps détruisant les récepteurs nicotiniques de la plaque neuromusculaire. En clinique, qu'est-ce qu'on observe? Une fatigabilité au repos s'aggrave à l'effort, une faiblesse des muscles de la nuque et des membranes avec un ptosis aigu et une diplopie. On a une difficulté de la déglutition. Dans sa forme sévère, elle touche les muscles respiratoires. Les cholinestérasiques sont utiles dans le traitement de la myasthénie. Par exemple, l'hydrophonium est fréquemment utilisé comme un test diagnostique de la myasthénie. Par exemple, pour compléter le diagnostic de la myasthénie, on injecte une phase de l'hydrophonium et entre chaque injection, on observe le patient. S'il ne réagit pas par une amélioration musculaire, le test est négatif. Dans le cas contraire, on peut suspecter une myasthénie. Donc, on a le doigt, donc c'est une myasthénie. Non, il n'a pas réagi, donc c'est pas une myasthénie. Le traitement du fond de la myasthénie, donc on a la néostigmine, la pyridostigmine et l'ambinonium. En cas de cardiaque, donc cardiologie, les arythmies supraventriculaires, on a l'hydrophonium à courte durée, donc entre 5 à 10 minutes, a été utilisé dans le traitement des arythmies supraventriculaires, particulièrement dans leur forme
paroxytique. Effet par potentialisation des effets endogènes de l'acétylcholine libérée dans l'intervalle auriculo-ventriculaire, ce qui diminue la vitesse de conduction à ce niveau et le nombre d'impulsions allant au ventricule. Les médicaments les plus couramment utilisés comprennent les bêta-bloquants, la digoxine, le diltiazem, le verapamil, la propafénone et la flécainide. Pour les effets toxiques, donc en cas d'intoxication aiguë, et on va voir en cas d'intoxication chronique. En cas d'intoxication aiguë, les symptomatologies dominées par des effets autonomes muscariniques et nicotiniques, avec des nausées, augmentation des sécrétions, des crampes, diarrhée, myositis, sudation, salivation, bronchoconstriction et la pression artérielle élevée. Des effets centraux aussi, donc à une agitation, des convulsions, des dépressions respiratoires suite à une stimulation des récepteurs muscariniques présents au niveau du cerveau. Alors le traitement, il combine l'atropine, qui a des effets antimuscariniques, la pralidoxime, c'est un antidote des produits organophosphorés, agissant comme réactivateur des cholinesterases, dont l'acétylcholinestérase. On a le thiopental ou bien le diazépam, les benzodiazépines, pour les convulsions. On a l'oxygénothérapie et traitement de choc, de l'état de choc. Alors, pour l'intoxication chronique, elle est décrite après un accident au thiouracil phosphate. Donc, un accident à l'échelle d'une population y a eu lieu en 1959 au Maroc, à la suite d'une ingestion de l'huile d'olive industrielle mélangée de façon criminelle avec l'huile lubrifiante contenant du TOCP. Donc, via la molécule. Le nombre de sujets atteints a été de 10 000 personnes. La symptomatologie est faite de polynévrite, fatigabilité, évoluant progressivement vers la paralysie du type spastique. On ne connaît pas à l'heure actuelle de thérapie spécifique à ce type de maladie, mais la récupération des fonctions neuromusculaires nécessite une convalescence supérieure à 2 ans. Donc ça va prendre vraiment du temps pour que la personne elle peut reprendre ses forces. Donc ça, concernant le cours des parents sympathomimétiques.